paraît qu'il y a moins de MV Agusta qui n'ont jamais eu de panne que de gens qui aiment le look et le design de la nouvelle Hornet. Faire triper les gens dans les commentaires. Ça c'est fait. Toujours est-il que MV Agusta fait peut-être parmi les plus belles motos du monde et que ceci est peut-être la plus belle moto de tous les temps, la MV Agusta F4000. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, je sais, je vous ai envahi de vidéos sur l'ECMA. C'est fini, écoutez, il fallait en profiter, c'était une belle période, une célébration de la moto. Voilà. Bon, c'est un bordel. L'histoire de MV Agusta est un bordel à raconter, cette moto c'est un bordel à expliquer et on va tous probablement finir à 3 Doliprane à la fin de cette vidéo. Néanmoins, c'est clairement une marque dont l'histoire est fascinante à raconter et si clairement Ducati s'apparente à Ferrari, MV Agusta est définitivement Lamborghini. Allez, un petit cours d'histoire. À la base de l'histoire de MV Agusta, nous avons deux frères, les Castiglioni et un monsieur, peut-être que vous ne connaissez pas, Massimo Tamburini. Mec quelconque, italien, qui a notamment designé la Ducati 916, celle qui est considérée aussi par beaucoup de gens comme la plus belle moto de tous les temps. Et il y a trois marques qui sont impliquées dans cette histoire. MV Agusta, bien évidemment, sinon ce serait un peu débile. Cagiva et Ducati. Ce sont trois marques italiennes qui ont toujours eu énormément de liens les unes avec les autres. Et les parallèles avec Lamborghini sont nombreux, puisque, un petit peu comme la marque Toro, MV Agusta n'a pas vraiment cessé d'avoir des déboires financiers, des faillites, des repreneurs. Quand je vous dis qu'il y a énormément de similarités, croyez-moi, c'est pas terminé. Oui, au début des années 90, donc les frères Castiglioni rachètent MV Agusta et se mettent à travailler avec Massimo Tamburini sur ce qui est censé être la descendante spirituelle de la Ducati 916. Et en 1997, ils présentent la MV Agusta F4 750 €. Et oui, cette machine a d'abord existé en 750 cm3 avant de s'élever au sacro-saint litre et elle est présentée pour la première fois à l'ECMA à Milan. Vous savez, le salon où on est allé, j'ai fait 10 000 vidéos dessus, bon bref. Et comme c'est le cas, c'est la tradition chez MV Agusta, toutes les machines doivent d'abord être présentées dans une finition oro avec des matériaux totalement incroyables. On a notamment des têtes de fourche et des jantes en magnésium. 300 exemplaires, c'est la tradition chez le constructeur de Varese. Il faut toujours que le premier exemplaire d'une de leurs machines soit clinquant. Faut que ça envoie quand même un petit peu. Et on a donc ici un moteur 4 cylindres en ligne, ce qui est une première distinction assez importante par rapport à Ducati qui favorisait le twin. 125 chevaux, 7,5 m/kg de couple et des carters moteurs moulés au sable. Et oui, ça aussi c'est très incroyable. Toujours est-il que si ça ne vous suffit pas au rang des petites anecdotes pour briller en société, des ingénieurs de Ferrari ont travaillé sur le moteur de la première F4. Quand on se dit que certains ingénieurs de Ferrari sont partis de la marque pour aller travailler chez Lamborghini et développer des moteurs, quand je vous dis qu'il y a des liens, il y en a plein, c'est obligatoire. Enfin bref, tout ça c'est très beau, le moteur de la F4 est génial, mais ce qui marque vraiment sur cette moto, son point d'orgue, sa clé de voûte, c'est son design, c'est son châssis. La F4 est sans aucun doute possible un chef-d'œuvre, une œuvre d'art qui est intemporelle et en réalité, j'ai beau adorer la Ducati Panigale 1299 et objectivement parlant, à mon sens, la préférée, la F4 est plus pure. Elle est plus intemporelle, comme je vous le disais, vous allez le comprendre pourquoi juste après. Et encore une fois, toujours comme Lamborghini, MV Agusta adore sortir des éditions spéciales de sa machine, avec la S qui est pour la route et plus accessible qu'à la Oro, la 1+1 qui a 2 places, la SPR et ses 146 chevaux, grâce notamment à des arbres à cam et des pistons différents. Sachez qu'il existe même une version Senna de la F4, que le Dio Castiglioni était un ami proche du pilote et en hommage à ce dernier qui nous a malheureusement quittés, ils ont créé une édition spéciale de la F4 dont une partie des revenus était destinée à aider l'Institut Ayrton Senna qui œuvrait en faveur des enfants défavorisés au Brésil. Bref, tout un programme. C'est beau quelque part quand même de se dire qu'il y a une histoire qui dépasse juste en fait la raison, l'argent, la mécanique pour aller dans la folie, la passion, l'amour aussi de la moto. J'adore, c'est incroyable. Toujours est-il qu'à un moment donné, le 750, il faut passer au-dessus quoi. On avait un règlement de Superbike qui limitait à l'époque les moteurs puisque c'était du 750 cm3, mais à un moment donné, on va aller de l'avant avec l'augmentation des cylindrées et le projet Motore Grosso, le gros moteur, si vous n'avez pas compris, se remet en branle et en 2005 est présentée la F4
à go. C'est un hommage à Giacomo Agostini, un pilote qui a gagné énormément de ses titres sur des MV Agusta, et donc on monte à 1000 cm3 avec 166 chevaux, encore une fois sur cette version qui introduit le modèle, des finitions et des équipements totalement exceptionnels. On continue sur les éditions spéciales, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on a une F4 Tamburini qui apporte une nouvelle technologie, le Torque Shift System, qui permet notamment d'avoir du couple en bas et de la puissance en haut, une caractéristique qui est, je vous le rappelle à la base, contradictoire dans un moteur. Ça, normalement, ça marche pas. Tu choisis l'un ou l'autre. Étonnamment, c'est un petit peu la même technologie qu'on retrouve aujourd'hui sur le Shift Cam de BMW et qui permet d'atteindre le même but. On a donc 173 chevaux et 306 km/h de vitesse de pointe annoncée pour ce modèle spécifique. On rentre vraiment dans le domaine des grosses hypersports. Et MV Agusta, en bon artisan et passionné de la moto, ne cesse de faire des versions incroyables, exclusives et surtout monstrueusement chères, il faut le dire. Et on arrive en 2016 finalement à cette version magnifiée, améliorée avec cette peinture AMG à tomber dans les pommes que je vais vous présenter bien évidemment après. Mais surtout, voici le design de la F4 présenté en 1997 et voici la machine actuelle. La différence visuelle, aucune. La MV Agusta F4 est beaucoup de choses, mais ce qui en fait l'essence, ce qui la personnifie et la cristallise, c'est son design totalement intemporel et inchangé quasiment depuis plus de 20 ans. Et si ça donne pas envie d'en savoir plus, moi je peux plus rien pour vous. Allez, c'est parti, on va se faire un petit tour statique de cette merveille, cette œuvre d'art, ce joyau, je peux pas définir autrement cette MV Agusta F4000 et je voudrais remercier bien évidemment nos amis de chez Espace Murit. Ce qui est cool avec eux, c'est qu'ils ont un parc de machines d'occasion qui permet non seulement d'aller chercher les marques qu'ils font d'habitude, KTM, Kawasaki, Yamaha et Ducati, mais également des machines aussi exceptionnelles que MV. Je vous cache pas que c'est super compliqué de trouver des concessionnaires qui font du MV Agusta en Ile-de-France avec lesquels on puisse travailler, et là pour le coup avoir l'occasion de pouvoir tester cette machine, c'est vraiment incroyable, donc merci beaucoup à eux. Sur le plan des machines d'occasion, il se pourrait que j'ai des grandes annonces à vous faire dans pas si longtemps que ça. Je vous en dis pas plus pour le moment pour ménager un peu le mystère, mais croyez-moi, ça va faire plaisir. Donc parlons un petit peu de cette moto, cette MV Agusta F4000 édition AMG. Alors je l'appelle édition AMG, mais c'est pas réellement une version AMG de la F4 puisque cette édition, ce partenariat spécial n'avait eu lieu qu'avec la F3, la plus petite sportive. Là, il s'agit d'un client qui a décidé de faire par MV Agusta himself des peintures personnalisées, une peinture personnalisée pour la moto, et cette peinture vaut la bagatelle de plus de 5000 €. Autant vous dire que c'est de l'orfèvrerie, c'est du travail qui est fait sur mesure, et sachez que cette machine, elle est en vente. Espace Murit l'a mise en vente, il est possible qu'au moment où vous regardiez la vidéo, elle ait déjà été vendue, mais si jamais vous êtes intéressé par un véhicule aussi incroyable, exotique et exceptionnel qu'une MV Agusta, n'hésitez pas à les contacter, à aller voir sur leur site. Normalement, si la moto est toujours en vente, elle y sera. Donc, bien évidemment, la première chose dont on doit parler, c'est le look, qui est peut-être, malgré d'énormes qualités sur cette machine, son point culminant, on va dire la clé de voûte finalement de toute cette moto. Et c'est une œuvre d'art, elle est sublime, elle est magnifique, elle décolle la rétine, il n'y a pas un détail sur cette machine qui ne ravit pas les yeux, ne fait pas immédiatement l'évocation de sa sportivité, de toute son agressivité. Et ce design est la droite descendance de la MV Agusta F4 750, celle qui était sortie en 1999 et présentée en 97 comme je vous l'avais expliqué. Et on est peut-être face à une des motos dont le design, les lignes sont les plus intemporelles de l'histoire du monde de la moto. C'est le coup de crayon de Tamburini, celui qui a fait la 916, et la MV Agusta F4000 est pour moi un enchantement, un ravissement pour les yeux. Cette robe AMG lui donne bien évidemment encore plus de charme car ça la distingue des autres. On a des selles qui sont magnifiques, surpiquées en alcantara et en cuir. On a des petits détails qui sont superbes, le feu comme ça en diamant, il est hallucinant. Les rétroviseurs sont magnifiques, ils sont intégrés directement d'un bloc à l'ensemble du châssis. On va avoir des petits détails aussi sympas comme un petit support de plaque cool. On a des petits embouts de guidon Rizoma. D'ailleurs, j'ai perdu le droite en roulant parce qu'il était un petit peu desserré malheureusement. Et en roulant, je l'ai perdu. Ne vous inquiétez pas, la machine se sera remplacée dessus, bien évidemment. On pourrait en parler des heures du design et des lignes de cette MV Agusta F4000 parce que c'est véritablement ce qui en fait peut-être la différence la plus
plus importante avec toutes les autres motos, mais il faut avancer et donc maintenant on va se concentrer sur le moteur qui, croyez-moi, n'est pas non plus exempt de pas de particularité, mais au moins de sensationnel. Il s'agit d'un 4 cylindres en ligne. Alors la cylindrée de la MV Agusta F4000 a beaucoup évolué avec le temps. Il y a eu des moments où elle a même dépassé les 1000 cm3. Aujourd'hui, le constructeur de Varese a décidé de se fixer sur cette architecture de 999 cm3, si je dis pas de bêtises, le Quattro Pistoni, qui sort donc ici 195 chevaux. Alors je sais, avec les standards d'aujourd'hui, on a des motos qui font 217, 220, 240 chevaux pour la Panigale V4R, mais cette moto, en 2016, faisait partie de ce qui se faisait de plus puissant, de plus incroyable, et surtout, vous le verrez, jeudi prochain, le caractère de cette moto est aussi ce qui la définit. Ça, ce n'est pas du tout une machine aseptisée, pour ainsi dire. Aujourd'hui, Ducati, c'est l'Italie, mais c'est une Italie qui est beaucoup moins rugueuse, beaucoup moins abrupte, beaucoup moins brute de décoffrage que ça pouvait l'être dans les anciens temps, il y a quelques années. La MV Agusta F4000 n'a pas ça. C'est vraiment un pur produit italien à 100%, qui grogne, qui racle, qui peut même vous donner des petits à-coups de gaz impromptus de temps en temps. Donc c'est vraiment un cheval un peu fougueux qu'il faut maîtriser. Et croyez-moi, ce moteur, dans quelques jours, vous allez le voir, il a son petit caractère qui est assez sympathique. Concernant le châssis, on est ici sur des solutions qui sont un petit peu particulières, puisqu'on a du treillis tubulaire. Alors c'est déjà pas le truc qui est le plus répandu aujourd'hui. Il y a beaucoup de constructeurs qui se contentent de double longeron aluminium ou de monocoque en alu pour Ducati. Mais ici, on est bien sur un treillis tubulaire avec des platines en aluminium. Donc c'est une structure qui est intéressante. C'est quelque chose que MV Agusta a fait depuis de très nombreuses années. C'est une plateforme à laquelle ils se sont beaucoup attachés et qui donne, il est vrai, une très grande rigidité à la moto. Il faut pas se leurrer. La MV Agusta est considérée comme une moto difficile à emmener. La F4000 n'a jamais été la plus facile, la plus agile de toutes les motos, mais par contre, il est vrai, elle a un comportement qui est supposément assez impérial en termes de stabilité. On le verra dans quelques jours, il n'y a pas de doute possible là-dessus. Dites-moi un petit peu aussi, j'ai oublié de vous demander en commentaire ce que vous pensez du look de la machine. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, quel est votre avis dessus, parce que c'est pas commun, c'est des motos qui sont vraiment pas communes, donc j'aime bien savoir ce que vous dans la communauté vous en pensez. Je vais monter dessus un petit peu pour que vous voyez la position de conduite qui, vous allez le voir, est un petit peu particulière. Là pour le coup, je vous le cache pas, on va y aller tout de suite. La première constatation qu'on peut faire sur cette moto, c'est qu'elle est très haute. Vraiment, la F4000 n'est vraiment pas une machine faite pour les petits. Là, j'ai mes deux pieds qui sont à plat, mais je suis quand même assez grand, je fais 1m89. Et dans la grande majorité des cas, les motos, je suis beaucoup moins tendu au niveau des jambes que là actuellement. Là, je suis vraiment relativement à l'aise, on va dire. Et bien évidemment, dès lors qu'on va vouloir aller chercher les demi-guidons, c'est là que l'histoire va commencer. Tout de suite, on va bien évidemment remarquer, comme n'importe quel hyper sport qui se respecte, qu'on est très en avant, les poignets sont énormément en appui, le dos fait mal, je vous le dis, même là, je sens que je suis pas dans une position qui est naturelle. Bien évidemment, tout ceci est fait pour justifier l'attaque, pour faire de cette moto ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une machine hyper sport, ultra agressive et faite pour prendre beaucoup d'angles sur piste de préférence. Et la dernière chose à signaler sur cette position de conduite, c'est les jambes. Je n'ai jamais eu, je vous le dis tout de suite, les jambes aussi relevées sur une moto. C'est clair et net, là, l'angle d'inclinaison, la garde qui est disponible, elle doit être abyssale, gigantesque, totalement insondable et impossible à trouver sur la route, puisque cette moto, littéralement, vous met les genoux dans les dents. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, je suis vraiment dans une position qui est parfaite pour aller sur un circuit et absolument horrible pour tout le reste. Mais vous vous en doutez, c'est une hyper sport, c'est fait pour ça. Et maintenant, je vais descendre parce que je commence déjà à avoir mal. Comme vous pouvez le voir, la position sur une MV Agusta, de surcroît la F4000, n'est définitivement pas la plus confortable qui soit. C'est bien normal, c'est une machine qui est agressive, qui est radicale, qui est faite pour attaquer avec, et donc par conséquent, vous n'allez pas aller chercher le pain ou faire de l'interfile sur le périphérique avec autant d'aisance qu'une Z650, excusez-moi, c'est normal. En termes de réservoir, on a ici 17 litres. Je ne pense pas que le moteur soit le plus gourmand qui soit, je pense qu'on doit se situer entre 6 et 7 litres sur une conduite un petit peu normale. Bien évidemment, comme n'importe quelle moto, dès lors que vous allez taper dedans, vous allez consommer du kérosène comme pas
pas possible, mais ça c'est normal, hein. Et en termes de poids, cette moto fait 191 kg à sec, ce qui n'en fait définitivement pas la plus légère de sa catégorie à l'époque, hein. Il y avait des machines beaucoup plus légères que ça, la Panigale 1299 en était un exemple, je vous en parlerai dans la concurrence, mais néanmoins ça se situait dans une moyenne qui est correcte. Et les MV n'ont jamais été les machines les plus légères, mais plutôt celles qui avaient un comportement assez impérial une fois qu'on savait les emmener. On verra ce que ça donne, hein, une fois qu'on sera sur la route. Après, hein, on va pas se le cacher, 191 kg à sec pour 195 chevaux, on est quand même sur un ratio qui est plutôt pas mauvais. Finalement, on va se parler de la suspension et du freinage. Ici, on n'a pas les éléments un peu premium qu'on pouvait retrouver sur la grande sœur ultra luxe, hein, la F4 RR. On va avoir ici une fourche inversée Marzocchi. Attention quand même, hein, ça reste du matos de très haute qualité qui est réglable intégralement, hein. C'est une fourche de 50 mm, donc assez épaisse. Les Italiens, ils aiment bien, hein, faire des éléments comme ça assez gros en termes de suspension. Freinage, c'est du Brembo M4.32. Alors là, c'est pareil, je suis pas forcément hyper enjoué. J'aurais à minima préféré du Brembo M50. Le Stylema, c'était peut-être encore un peu tôt pour en avoir à cette époque-là, mais quand même, on le verra dans quelques jours. Je pense qu'on a quand même une bonne dosabilité, une bonne puissance de freinage pour une hypersport, hein, ça va de soi. Et ensuite, on va se parler également de la technologie. Et là, vous allez voir, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Alors, je le sais, vous aimez bien voir à quoi ressemble la clé, je vais vous la montrer. Désolé pour le vent, hein, je tourne en pleine tempête. En ce moment, la météo, c'est pas possible. Allez, la petite clé, hein, regardez, elle est jolie, hein, même là, on avait un petit porte-clés MV Agusta, tout à fait beau. Et on va démarrer, bien évidemment, la machine. Et c'est là que les choses vont se gâter un petit peu, les petits amis. Parce que là, vous avez un écran qui est indigne. Je le répète et je le redis, cet écran est moche. Le tableau de bord en soi est joliment usiné, la façon comme il est présenté, la forme est aérodynamique, elle est cool, mais là on est sur un tableau de bord LCD d'il y a 20 ans, clairement c'est pas du tout quelque chose qui pour moi met en avant un côté extrêmement premium sur cette moto. On pourrait tout à fait justifier que oui, mais on n'est pas là pour ça, oui certes, mais à côté les concurrentes, il y en avait certaines qui faisaient des choses magnifiques. La nouvelle R1 était arrivée avec un écran TFT qui était à tomber, la Panigale 1299, n'en parlons même pas, c'était le porte-étendard de la catégorie. Donc voilà, moi je vais pas défendre le tableau de bord de cette machine qui bien évidemment est dépourvu de jauge à essence. Bien évidemment, les informations sont pas non plus extrêmement lisibles. Je trouve que la police qu'ils ont utilisée est très fine et du coup avec le rétroéclairage quand il y a du soleil, vous le verrez dans quelques jours, c'est pas forcément génial. Après, on a un beau bar graphe qui montre bien le côté agressif de la moto, ça c'est chouette. Les commodos, je les détaillerai quand on fera le dynamique, mais bon, c'est pareil, c'est pas non plus un truc qui est foufou. Vous allez voir que notamment les boutons sont horribles à utiliser. Clairement, cette machine, en termes de ergonomie et de look global de la technologie, c'est pas fou. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, en termes de package d'assistance électronique, la MV Agusta F4000 était tout à fait à la hauteur. Elle disposait de 4 modes de conduite, dont un qui est personnalisable, un contrôle de traction sur 8 niveaux, de l'anti-wheeling, du shifter. Donc il y avait quand même plusieurs choses qui étaient tout à fait dans l'époque, hein. Là, elle était quand même assez bien dotée cette moto en termes d'électronique. Et maintenant, je vais la démarrer. Alors là, il faut prendre l'embrayage. Vous allez voir que le démarreur met un peu de temps, hein. Alors c'est intéressant parce que c'est du 4 cylindres en ligne, hein, on peut le sentir, mais il a un ton et une sonorité qui lui est assez particulière. Ça me fait presque penser un petit peu à ce que BMW fait avec la S1000 RR. Il y a un côté un petit peu métallique. La moto est froide, donc je ne vais pas rentrer trop dans les tours, mais juste on va la réveiller un tout petit peu. Il y a quelque chose de très charmant à ce niveau-là, je ne peux pas dire le contraire. On va couper. Vous verrez la semaine prochaine que cette moto, quand on est à 7000 tours minute dessus, on a l'impression d'être à 15 000. Vraiment, c'est un petit peu le constat que j'avais déjà fait sur la BMW S1000 RR, un petit peu aussi sur la RS V4, mais là-dessus, il y a vraiment une identité qui est propre. Donc voilà. Maintenant, on va retourner à l'intérieur parce que je me les caille pour faire la partie concurrence. C'est l'Italie, c'est pas l'Italie aseptisée de Ducati, non, c'est la vraie Italie, brute de décoffrage, 100%, sans filtre, sans compromis, les pâtes tu les bouffes à l'Arrabbiata, sinon tu vas là-bas. Mais finalement, est-ce que c'est pas aussi ça qui en fait le charme? Donc bon, on va parler de concurrence et comme je l'ai fait avec des machines qui ne sont plus en vente aujourd'hui, je vais me baser sur la concurrence de 2016 parce que sinon ce serait pas très juste.
Alors, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Allez, go! On part donc au pays du soleil levant et on va parler eh bien d'une machine qui est légendaire. Tout le monde connaît la Yamaha R1 et en 2016, eh bien ça fait un an que cette dernière a été complètement refondue pour lancer la grande contre-offensive des Japonais contre la domination européenne de l'époque. Et cette nouvelle R1, eh bien n'est pas du tout en reste. Elle a mené cet avant-front avec brio, comme Dany. Avec donc pour commencer eh bien, le fameux 4 cylindres en ligne Crossplane avec son calage Big Bang qui lui permet d'avoir la sonorité et le comportement d'un V4, 200 chevaux, ça commence à causer sévèrement. Et on a ici avec 199 kg un ratio poids-puissance bien de 1, ce qui permet d'avoir des performances de course tout simplement. Un cadre Delta Box en aluminium, c'est un truc qui est assez spécifique à Yamaha et qu'ils font sur la R1 depuis des années, qui garantit une très bonne agilité, un comportement vraiment irréprochable à la moto. Secondé par une électronique de pointe, on a énormément d'assistance électronique sur cette moto, ça en fait vraiment un concurrent de choix face à la machine de Varese. Après, ça reste une moto japonaise, probablement plus utilisable au quotidien, pour autant qu'une Hypersport puisse être, plus conciliante on va dire, mais potentiellement un petit peu moins charmante que ce que nous avons devant nous aujourd'hui. On va repartir en Italie, puisque de toute façon c'est là que la fight va se faire, et vous vous en doutez, il y avait trois larrons qui représentaient un petit peu l'hypersportivité à l'époque, MV Agusta, Ducati et Aprilia, et c'est bien évidemment de la RSV4 que nous allons parler, machine qui terrorisait la catégorie des hypersports dans les années 2000-2010. La version RR arrivée en 2015 enfonce le clou et là on n'a pas un moteur qui se comporte comme un V4, on a un V4. Un V4, un vrai qui aboie, qui grogne et qui délivre ses 200 chevaux, non! J'arrête pas de me faire mal. Et l'un des grands avantages du V4, c'est qu'il est non seulement très linéaire dans son exploitation, il délivre beaucoup de couples, et tout ça c'est secondé par un châssis d'une précision, ça fait 10 ans que ça dure, et la machine est incroyable d'agilité. Et la RSV4 était aussi l'une des premières hypersports à proposer un packaging hallucinant d'assistance avec la PRC, la centrale globale d'Aprilia, et il devient encore plus poussé dans cette version, avec notamment le module V4 MP qui permet de connecter votre téléphone à la moto et d'avoir en temps réel la télémétrie, toutes vos données quand vous êtes en piste. Bref, c'est une tuerie et c'est une machine qui est définitivement et bien évidemment une concurrente sérieuse à la MV Agusta. Et finalement, on va finir avec les concurrentes principales, hein, Ducati, vous vous attendiez à quoi? Donc bien évidemment, nous allons parler de la Panigale 1299, j'adore! Non, vous le savez, j'aime beaucoup cette machine, mais c'est particulier une Panigale 1299 quand même, parce que c'est une hyper sportive qui peut ne pas plaire à certaines personnes qui recherchent dans ce type de moto un comportement particulier. Qu'est-ce que l'hypersport au final? Eh ben c'est des tours. C'est beaucoup de tours minutes. Finalement, la plupart des gens qui roulent en hypersportive, ce qu'ils aiment sur ces motos, c'est aller chercher le sommet du sommet du sommet, la rage ultime. Et là-dedans, eh ben on a un bicylindre. Et comme vous le savez, les bicylindres par défaut, ce ne sont pas des moteurs qui s'expriment beaucoup dans les tours. Et en plus de ça, on a le bicylindre le plus puissant de toute l'histoire, madame. 205 chevaux et une quantité de couple astronomique plus élevée que celle d'une Super Duke 1290, ce qui fait que la Panigale 1299 se conduit la plupart du temps un rapport au-dessus par rapport à une hypersportive standard, parce que sinon il y a trop de patates. Et j'adore. Ça se conduit presque comme un gros roadster gavé de couple qu'une hyper sportive. Finalement, en termes de technologie, vous avez tout ce dont vous pourriez rêver, besoin du... on s'en fout. Et surtout, en fait, en termes de poids, elle met une claque monumentale à celle-ci, puisque elle fait 166 kg à sec, la moto. C'est tout simplement la plus légère de sa catégorie à l'époque. Alors pourquoi choisiriez-vous bien une F4 plutôt qu'une Panigale 1299? Pour moi, l'argument est assez simple. Si vous voulez quelque chose de moins filtré, de moins aseptisé qu'une Ducati qui, pour le coup, après le rachat chez Audi, il est vrai, a gagné énormément en fiabilité et reste toujours une machine aussi prestigieuse, mais à moins ce côté rustique italien qu'on avait à l'époque, eh bien ça peut être une très bonne solution. Bah oui, c'est fini, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai plus rien à vous raconter. Non, effectivement, maintenant que les choses sont dites et que vous savez un petit peu bien comment cette moto se présente, quelles sont ses caractéristiques, ce qu'il faut c'est monter dessus, vous l'avez vu, ce genre de machine, ça se vit, ça se ressent, ça se
souffre aussi, je vais pas vous le cacher, je pense que je vais avoir mal, je l'ai déjà conduite quelques kilomètres, je vais pas vous raconter des salades, c'est une moto qui vous fait souffrir. Mais pour toute la souffrance qu'on ressent dessus, je vous avoue qu'il y a aussi une part de plaisir, c'est peut-être mes aspirations SM, j'en sais rien. Toujours est-il que dans 3 jours, vous allez voir ce que cette moto donne en dynamique. Je croise juste les doigts pour avoir une belle météo et que la route soit un peu sèche. En ce moment, c'est compliqué, mais clairement, cette moto est un ovni, même dans le monde des hypersports, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la découvrir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vraiment, il faut qu'on fasse péter les compteurs. Vous voyez bien ce que je vous apporte. Si vous voulez qu'on aille encore plus loin ou encore mieux, il faut vous abonner à la chaîne. Si vous aimez le contenu, laissez un petit like et surtout vos commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez de cette merveille, de ce joyau. On se retrouve dans 3 jours pour l'essai dynamique de la MV Agusta F4000 AMG. Prenez soin de vous, kiffez vos motos. Bye!